Les relations entre le Bénin et le Niger se normalisent peu à peu. En témoigne, entre autres, la nomination d'un ambassadeur par la République du Niger près le Bénin et dont l'approbation a été faite par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 16 octobre 2024. Interrogé le dimanche 20 octobre 2024 sur une chaîne de télévision de la place sur le fait que les actions posées par les deux pays ces derniers temps signifieraient la fin des querelles, le porte-parole du gouvernement, Léandre Oubedi, a laissé entendre que le Bénin et le Niger sont des États très liés par leur histoire et que le Bénin jouera sa partition pour consolider la dynamique qui est en cours. Il ne devrait pas y avoir de place pour les querelles entre nos deux pays, qui sont si liés par l'histoire, dont les peuples sont si proches et si liés. Il ne devrait pas. Les circonstances nous ont amenés à cela. Mais toutes les sagesses africaines vous enseignent aussi que la langue et les dents sont appelées à cohabiter éternellement, mais il leur arrive de se chamailler, de se battre. Et cela n'enlève rien à leur fraternité ou au bon rapport de voisinage qu'elles doivent entretenir. Il en va ainsi également de nos États. Et le Bénin et le Niger sont condamnés par l'histoire, par la nature, à coopérer parce que ils sont frères. Donc, passer les moments de friction évidente, tout ce qui peut être fait ou a pu être fait, tout ce qui pourra être fait pour consolider la dynamique qui est en cours, le Bénin accomplira sa partition et le Bénin est certain que les autorités nigériennes sont également dans cette dynamique désormais et que petit à petit, à terme, nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable pour nos deux pays et surtout pour nos deux peuples. Mais vous savez que le Bénin a nommé un ambassadeur depuis un peu plus d'1 an. Les choses sont rentrées dans l'ordre puisqu'il a finalement été accrédité. Et là, mercredi dernier, le Conseil des ministres a, entre autres décisions, dont le compte-rendu n'a pas forcément fait cas, c'est que effectivement le Bénin a marqué son accord pour l'accréditation de l'ambassadeur nigérien près notre pays. Et donc, à partir de ce moment-là, le reste serait les formalités administratives inhérentes afin que, dans quelque temps, il puisse mettre pied au Bénin. La question liée à la date de l'ouverture des frontières a été également évoquée. Léandre Oubedi n'a pas évoqué de date, mais il a confié que sur ce dossier, le Bénin a déjà joué sa partition. La seule chose que je sais vous dire, c'est que nous avons accompli tout ce que nous devrions faire. Et nous avons bon espoir que de l'autre côté aussi, très bientôt, ce sera le cas. Ben, vous imaginez bien que si ça a repris, c'est que ça se passe comme c'est prévu. Donc, toutes les parties jouant leur partition, du côté béninois comme du côté nigérien et même du côté chinois, à ce jour, je n'ai eu l'écho d'aucune friction, d'aucune situation qui serait de nature à nuire à la bonne économie de ce dossier. Donc, je crois que tout se passe comme il faut. Et le port du Bénin est disponible et les parties se sont entendues sur ce que chacune d'entre elles doit faire. N'oubliez pas que on est dans un dossier tripartite. Et si les trois ont réussi à mettre sur la table les dossiers et à discuter et à s'entendre sur ce que chacune doit faire pour que l'exécution du contrat se fasse convenablement, c'est tant mieux. Qu'il convient de revisiter les dispositifs des processus électoraux déjà en place et de définir ensemble de nouvelles stratégies garantissant la mise à disposition des agents électoraux, des observateurs et des professionnels des médias bien outillés pour affronter les nouveaux défis liés à leur mission. Les élections législatives de 2023 nous ont permis de tirer des leçons précieuses. Ces défis que nous avons relevés constituent une source d'inspiration importante pour les élections générales de janvier 2026. La Sénat entend, en prenant cette disposition,
parfaire l'organisation et le déroulement des élections générales de janvier 2026 et de mars 2026. Pour ce faire, mesdames, messieurs, je suis convaincu que les recommandations issues du présent atelier permettront de poser les bases d'une gestion électorale plus saine, rigoureuse et transparente. C'est sur ces mots que je vous exhorte donc, durant cet atelier, à faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et que chaque contribution, chaque réflexion constitue un pas en avant vers des élections innovantes, crédibles et transparentes. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un système qui honore les valeurs démocratiques de notre pays. Destin entremêlé, lieu d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. C'est l'intitulé du rapport mondial 2024 sur l'état de la population. Le document a été officiellement remis au ministre d'État représentant le président de la République le jeudi 17 octobre 2024 lors d'une cérémonie rassemblant des acteurs clés du développement et de l'éducation. À ses côtés, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. C'était en présence des représentants d'organisations internationales, des cadres à divers niveaux et du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour le développement. Dans son discours, le représentant résident de l'UNFPA au Bénin, Dr Richmond Tiemoko, a réitéré que le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale fait le point des progrès accomplis à travers le monde en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années. Ce rapport a été élaboré dans le contexte de la célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement, conférence qui s'est tenue en 1994 au Caire. Le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale fait le point des progrès accomplis à travers le monde entier en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années de la CIPD. Le rapport révèle, entre autres, qu'au cours de ces 30 dernières années, au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20%. Également, l'importance de ce rapport sur l'état de la population mondiale, qui est un précieux outil d'alerte et d'aide à la décision que le Fonds des Nations Unies pour la population met à la disposition des dirigeants, chercheurs, universitaires et autres techniciens et praticiens du développement au niveau mondial, régional qu'au niveau des pays. À sa suite, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, dans son discours de lancement, a laissé entendre que la santé et les droits sexuels reproductifs sont des éléments fondamentaux du bien-être. Nous savons tous que la santé et les droits sexuels et reproductifs sont des éléments fondamentaux du bien-être humain. Alors que nous célébrons les progrès significatifs réalisés en cette matière et qui ont été rappelés tout à l'heure, il est évident que ces avancées aussi, et ça paraît clairement dans le rapport, n'ont pas profité à tous. Le rapport met en effet en lumière ceux qui ont été laissés pour compte, à savoir certaines femmes et certains jeunes, les populations marginalisées. Tous sont ceux qui continuent de faire face à des obstacles systémiques dans l'accès aux soins et à l'information en matière de santé et des droits sexuels et reproductifs. Pour nous, au Bénin, qui luttons tous les jours pour les femmes et les jeunes, ceci est bien sûr inacceptable. Il met en exergue une analyse approfondie et éclairante des défis et des avancées que nous connaissons aujourd'hui dans le monde en matière de population. Pour le Bénin, puisqu'il s'agit de ça surtout cet après-midi, le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cette action doit concerner la lutte contre les inégalités, ainsi que l'investissement dans la santé et les droits sexuels
et reproductive. Pour le Bénin, ce rapport marque une étape importante dans la poursuite des objectifs de développement durable, alors que le pays se prépare à relever les défis de la croissance démographique et des inégalités. La mobilisation de tous les acteurs reste indispensable pour créer un avenir où chaque citoyen, sans distinction, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Le rapport mondial 2024 appelle à une action synergique, une voie que le Bénin semble déterminé à suivre pour garantir à sa population un avenir plus équitable et plus prospère. 2 terrains multisports à l'école primaire publique Sénadé 2 pour le bien-être et l'épanouissement des apprenants et de la jeunesse de Cotonou et environ. C'est ce que s'engage à construire dans les prochains mois le président directeur général du groupe Nobila et le promoteur du centre communautaire EIA, Lionel Talon. En vue du démarrage des travaux de ces infrastructures de type moderne, les 2 personnalités, en compagnie du maire de la ville de Cotonou, Luc Seton-Yatroko, et du chef du 2e arrondissement, ont posé la première pierre. Fier d'assister à l'événement, l'édile de Cotonou s'est réjoui de voir des organisations citoyennes animées par la volonté commune d'œuvrer pour le bien-être des citoyens de Cotonou. C'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour assister à cet événement marquant la pose de la première pierre des terrains de sport financés par le groupe Nobila. Nous avons besoin de projets comme celui-ci qui non seulement construit des infrastructures, mais aussi offre à notre jeunesse un cadre pour s'épanouir, se former et révéler ses talents. Mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer que la mairie de Cotonou sera toujours à vos côtés pour accompagner et soutenir ces initiatives. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à encourager ce type d'action car elles façonnent notre ville de demain. Merci à tous. Face au groupe Nobila, je pense que le centre communautaire EIA a la possibilité aujourd'hui d'élargir son impact. Aujourd'hui, pour nous, le principal est de pouvoir toucher le plus grand nombre de jeunes à travers la ville de Cotonou et à travers le Bénin dans son entièreté. Et les programmes tels que ces constructions de terrains multisports dans les écoles sont vraiment pour nous un levier pour avoir cet impact-là au sein de notre jeunesse. Je pense que la jeunesse béninoise dans son entièreté bénéficie de projets tels que cela. Pour être court, le projet du centre EIA, c'est vraiment de pouvoir offrir un espace à notre jeunesse pour s'épanouir en dehors des cours pour vraiment accomplir ces différents talents. Nous estimons que le sport, la culture sont vraiment des leviers incontournables de développement et il est très important que nous puissions compter sur les autorités publiques mais aussi sur les partenariats privés comme celui dont nous bénéficions aujourd'hui pour pouvoir élargir notre impact et vraiment faire une différence dans la vie de notre jeunesse, ce qui pour nous est la seule raison pour laquelle aujourd'hui EIA existe. Nous avons toujours été convaincus que les entreprises, au-delà de leur mission économique, ont un rôle crucial à jouer dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En concrétisant ce projet aux côtés de M. Lionel Talon et du centre EIA, nous affirmons une fois de plus notre fierté d'être une entreprise engagée et citoyenne pour qui l'impact social est une priorité. Leurs engagements sincères en faveur des jeunes et de l'éducation n'est plus à démontrer. Ils sont un modèle humaniste et de détermination. Les valeurs que nous partageons pleinement sur Nobila. Donc ce partenariat repose sur une vision commune. Offrir aux jeunes les moyens de s'épanouir et d'accéder tant par le sport que par l'éducation et bâtir ainsi un avenir promoteur pour notre pays. Merci à tous pour votre soutien et votre engagement et longue vie à ce partenariat.
Une vingtaine de manifestants arrêtés dimanche à Lagos viennent d'être libérés par la police nigériane. Les militants du mouvement Ansars rendaient hommage ce week-end aux victimes d'une manifestation dénonçant les violences policières. Des agents de police ont dispersé les manifestants qui s'étaient rassemblés vers 8h30 pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie lors des manifestations contre les violences policières en 2020. Il y a 4 ans, des milliers de personnes se sont mobilisées pour dénoncer les activités de la Special Anti-Robbery Squad, aujourd'hui dissoute et accusée de brutalité. Selon un rapport d'Amnesty International, au moins 12 manifestants ont été tués en 2020 au péage de Lekki lorsque les forces de l'ordre nigériennes ont ouvert le feu. Dimanche, les manifestants ont été empêchés de franchir le péage et les policiers ont arrêté des militants, dont l'organisateur de la manifestation commémorative. Des recherches se poursuivent après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dimanche à Nairobi, la capitale du Kenya. Situé à Kawa West, l'immeuble a été complètement réduit en un tas de décombres. Selon le gouverneur, 2 personnes, une femme et un homme, ont été blessées par la chute de débris lors de l'effondrement de cet immeuble. Elles se trouvaient à proximité du bâtiment au moment de l'incident. Leur état est stable et elles reçoivent des soins. 3 jours avant l'incident, une note émise par le comté de Nairobi avait ordonné aux habitants de quitter l'immeuble. Malgré cette évacuation, des doutes persistent quant à la présence d'éventuelles victimes sous les décombres. Les équipes de secours poursuivent leurs efforts, retournant les tas de gravats dans l'espoir de retrouver des survivants potentiels. La situation reste préoccupante. De plus, les autorités ont promis d'arrêter le propriétaire du bâtiment, un certain Patrick Rwamba, et de mener des audits sur les constructions illégales dans la capitale kenyane. Cette décision vise à renforcer la sécurité des bâtiments et à prévenir de futurs accidents tragiques. Cependant, les effondrements d'immeubles sont fréquents à Nairobi, où la demande de logement est élevée et où des promoteurs peu scrupuleux contournent souvent les réglementations en matière de construction. Au Mozambique, l'avocat de l'opposant Venancio Mondlane a été abattu avec un membre de son parti à Maputo, la capitale, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti Podemos le 9 octobre. L'avocat Elvino Diaz du leader d'opposition a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ces élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme s'était récemment dit inquiet pour sa sécurité. La police a indiqué que Elvino Diaz a été assassiné avec un autre représentant du parti Podemos, Paulo Guambe, lorsque 2 hommes armés ont ouvert le feu à bout portant sur leur voiture, bloquée dans la circulation. Une vingtaine de balles qui tuent les 2 hommes et en blessent une 3e personne, selon le porte-parole de la police qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Mozambique est en attente du résultat du scrutin de mercredi où 17 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leurs présidents. Une organisation de surveillance des élections, Mais Integridad, a déclaré que les meurtres avaient pour but d'intimider toute personne exigeant la transparence du vote. Ces élections ont d'ailleurs suscité de nouvelles allégations de fraude et de répression de la dissidence contre le parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Le virus de Marburg semble être sous contrôle selon le ministre rwandais de la Santé. Dans son rapport sur la situation sanitaire dimanche à Kigali, il a indiqué que le virus déclaré le 27 septembre est contenu au cas déjà connu, soit 1146 personnes. Il s'est également félicité de l'absence de nouvelles infections. Nous avons suivi toutes les personnes présentant des symptômes évocateurs du virus Marburg et leur avons demandé de nous informer, ainsi que tous ceux que nous avons testés au cours des 4 dernières semaines. Nous avons de bonnes nouvelles. Personne n'a été testé positif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transmission communautaire.
C'est un indicateur clé de nos progrès et nous allons continuer nos efforts. Bien que ce ne soit pas la fin, c'est un grand pas en avant vers la fin de cette épidémie. Le ministre rwandais de la Santé s'est exprimé aux côtés du directeur général de l'OMS. Ce dernier a salué les efforts déployés par le Rwanda pour endiguer l'épidémie. Bien qu'il n'existe aucun vaccin ou traitement approuvé pour Marburg, nous félicitons le Rwanda pour la rapidité avec laquelle il a lancé des essais de vaccins et de traitements et nous espérons que ces essais aideront à générer les données nécessaires à l'approbation de ces produits pour de futures épidémies. À ce jour, les autorités sanitaires ont confirmé 44 guérisons avec seulement 3 cas actifs. La plupart des personnes touchées sont des professionnels de la santé qui ont contracté le virus en s'occupant de patients. L'armée israélienne a publié vendredi une vidéo affirmant montrer un char tirant sur un bâtiment où se trouvait Yahya Sinwar. Les Nations Unies espèrent que la mort du chef du Hamas pourra ouvrir des possibilités pour des négociations, notamment en ce qui concerne la libération des otages et l'arrêt des bombardements sur Gaza. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé son souhait de voir la situation évoluer vers un cessez-le-feu immédiat, accompagné de la libération inconditionnelle de tous les otages et d'un accès humanitaire total à Gaza. Pour M. Wennesland, nous sommes à un tournant décisif. Il est crucial de saisir cette opportunité pour faire taire les armes et libérer les otages. Il appelle toutes les parties au dialogue. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré pour sa part que l'armée israélienne poursuivrait ses opérations militaires jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. Il a également affirmé que ses troupes resteraient dans la bande de Gaza pour empêcher le Hamas de se réarmer. Samedi, dans les rues de Tel Aviv, des milliers d'Israéliens ont réclamé la libération des otages, toujours détenus à Gaza. Les manifestants ont exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à signer un protocole d'accord, disponible depuis le 12 octobre 2023. Il y a 101 otages, des otages israéliens captifs entre les mains du Hamas, et nous devons les libérer. Nous avons donc le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui est censé être mort, et nous avons cet attentat contre la maison de Benjamin Netanyahou, et tout le reste. Il y a un accord sur la libération des otages, il est sur la table depuis le 7 octobre de l'année dernière. Netanyahou doit signer cet accord, et le reste se mettra en place. L'accord prévoit la libération des prisonniers palestiniens en Israël contre les otages israéliens à Gaza, selon des responsables égyptiens. Je suis une citoyenne, je ne suis pas une dirigeante, mais je lance un appel à mes dirigeants et à tous les autres dirigeants. Asseyez-vous et discutez. Nous sommes des gens des deux côtés. C'est le moment de parler. Faites de cette horreur, de cette tuerie, une opportunité. C'est ce que je demande à mes dirigeants et aux dirigeants de l'autre côté. C'est ce que nous devons faire. Make it an opportunity. This is what I'm asking my leaders and the other side leaders to do. L'assassinat du chef du Hamas par Israël n'a pas réussi à fléchir les positions des belligérants autour d'un cessez-le-feu. Yahya Sinwar était considéré comme l'instigateur des frappes sur Israël il y a plus d'un an. Le président de la Russie était face aux responsables des médias des BRICS à Moscou vendredi. Vladimir Poutine a commenté le besoin exprimé par l'Ukraine d'armes nucléaires ou d'adhésion à l'OTAN pour garantir sa sécurité. Il s'agit d'une nouvelle provocation. Il n'est pas difficile de créer des armes nucléaires dans le monde moderne. Je ne sais pas si l'Ukraine est capable de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas si simple pour l'Ukraine d'aujourd'hui, mais en général, il n'y a pas de grandes difficultés. Tout est clair. Il s'agit d'une dangereuse provocation, car bien entendu, tout pas dans cette direction fera l'objet d'une réaction appropriée.
Потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment situé le contexte dans le journal allemand Bild à propos d'un supposé projet d'armes nucléaires. En ce qui concerne les armes nucléaires, nous n'allons pas créer de menaces nucléaires pour le monde, ni d'armes nucléaires. Je veux que tout le monde comprenne que certains sites médiatiques ont diffusé ce genre d'informations, et c'est pourquoi je veux que tout le monde nous comprenne correctement. Je pense que l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN, et la raison en est qu'à l'époque du mémorandum de Budapest, nous avons renoncé aux armes nucléaires et nous avons reçu la garantie de la sécurité et de l'intégrité du territoire d'Ukraine. C'est de cela que nous parlons. En guerre contre l'Ukraine, la Russie a salué des propositions de paix de la Chine et du Brésil, estimant qu'elles pourraient servir de base à la recherche de la paix. Ces échanges précèdent le sommet des BRICS prévu mardi à Kazan.